on dit compte public. Ça veut dire que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez faire les analyses qu'il faut avant d'arriver au pouvoir. Mais le taux d'endettement quand même qu'ils ont hérité, mais ça coûte les yeux de la tête. Hein? Ben, écoutez, le taux d'endettement, si on a pu le cacher, ça veut dire qu'ils n'ont pas bien analysé les comptes. Qu'est-ce qui leur a fait découvrir que le taux d'endettement était à 100%? C'est une analyse des comptes. Les comptes ne sont pas apparus entre-temps. Ils étaient là, c'était les mêmes comptes qu'on a analysés. Vous avez une équipe qui aspire à arriver au pouvoir. Il y a des experts en finances publiques, il doit y avoir des ingénieurs en finances, etc., etc. Les gens doivent faire les analyses qu'il faut avant d'arriver. La seule chose qu'on peut ignorer quand on arrive au pouvoir, c'est la trésorerie. Mais pour le reste, on a les lois de finances passées, on a les lois de règlement, on a les rapports financiers. On doit pouvoir appréhender, en tout cas, ce qui nous attend. On ne peut pas arriver au pouvoir comme ça, ex nihilo, et dire je vais commencer à analyser. Ça, Mais oui, mais certains ont agité une idée, c'est-à-dire dans ce plan de redressement, on ne voit pas trop un peu la réduction du train de vie de l'État. Discours de... C'est pas leur objectif. Il a dit clairement, le Premier ministre a dit que nous n'allons pas tomber dans le misérabilisme. Et ça renvoie à quoi, à votre avis? Ça renvoie au fait que nous n'allons pas conduire une Peugeot, on va conduire une Mercedes ou une Audi. Voilà. Et ce discours-là, vous considérez qu'il est... Non, moi je trouve qu'il est irresponsable. C'est un discours irresponsable. Quand on veut faire du redressement, on commence par soi-même. Ils ont parlé de réduction de la taille de l'État, réduction du train de vie de l'État. Mais le train de vie de l'État, il est essentiellement dans le top management. Il n'est pas dans les petites directions. Il est dans le top management, les grands voyages, les frais de mission. Aujourd'hui, on l'a vu, le Premier ministre qui se déplace en jet privé, etc., etc. Mais est-ce que c'est aussi coûteux que ça? Parfois, c'est très coûteux. Un jet privé est très, très coûteux. Et les seuls qui se déplacent en jet privé, ce sont les chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise, quand il se déplace en jet privé, c'est une ligne qui est dans son compte de résultats prévisionnels et il sait qu'à la fin de la journée, il aura quand même gagné de l'argent et que ce jet a été utile pour le résultat net. Mais un Premier ministre, c'est peut-être pour les mêmes raisons aussi. Il n'est pas productif. Il n'est pas productif. Qu'est-ce qu'il produit? Qu'est-ce qu'il produit? Quand il va en Chine, il va en observateur, il regarde qu'est-ce qu'il a ramené de Chine. Une entreprise chinoise qui dit qu'il va construire 60 000 logements au Sénégal. Ça, c'est même dangereux, alors qu'il y a des Sénégalais qui savent construire ça. D'ailleurs, il faut qu'on en parle, ces histoires de construction de logements. Pourquoi on veut coûte que coûte qu'il y ait une entreprise qui construit 100 000, 200 000, 300 000 logements? Mais pour régler la question, le problème, le sempiternel problème... Il faut laisser toutes les personnes qui peuvent construire même un logement le faire. Il faut une stratégie de morcellement. Est-ce que tu sais que entre les indépendances et aujourd'hui, la SICAP, les HLM, Shelter, SCAT Urbam, tous réunis n'ont pas fait 15 000 logements au Sénégal? Et on veut faire 100 000 logements tout de suite comme ça? Non, il faut dire, ok, voilà le type de logement que je veux faire. Et on s'ouvre, on dit, tous les hommes d'affaires, tous les gens qui ont des moyens, qui peuvent venir construire 1, 2, 3 logements, vous construisez et l'État prend. Mais quand vous prenez une entreprise chinoise, après on dit ce n'est pas du PPP, c'est une entreprise chinoise qui va venir construire et qui va vendre. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et on répète toujours les mêmes erreurs. On prend nos terres, on les vend à des étrangers. Les terres agricoles ne devraient jamais être vendues. Jamais. Jamais. On devrait, si vous prenez... C'est bien de faire appel à l'investissement direct étranger. C'est bien qu'il y ait des gens qui viennent de l'étranger investir dans notre agriculture. Mais il faut que les collectivités territoriales dans lesquelles ces investissements se font soient impliqués. Moi, je veux qu'un groupe espagnol vienne à Thiès ou dans une localité de Thiès et fasse des melons, des haricots, etc., etc. Mais je veux que cette société, au moment où elle est créée, parce que les terres appartiennent à la collectivité territoriale, que cette société, qu'on donne 15, 17, 20% de part
à la collectivité. C'est ça qui va faire que les gens vont adhérer, que ça va être des revenus réels et permanents pour la collectivité. Mais vendre les terres agricoles, c'est extrêmement dangereux. Et dans la réforme foncière même qu'ils sont en train de vouloir faire, ça va être encore plus grave parce que quand vous mettez des titres permanents sur des terres agricoles, vous donnez la possibilité à la personne qui possède le titre de le vendre. Et de le vendre à n'importe qui. Non, donc, ils vont encadrer ça probablement. Mais on ne donne pas des titres sur des terres agricoles. Pourquoi? Quelle est l'utilité? Pour que le paysan aille emprunter de l'argent à la banque, on peut trouver d'autres mécanismes de financement du paysan. Pas basé sur la garantie de la terre. On ne doit pas titrer les terres agricoles. C'est très dangereux. Les pays qui l'ont fait, allez en Zambie, 70% des terres agricoles appartiennent aux Chinois. Finalement, on perd au change, c'est ça. Alors, une pause et nous revenons dans une seconde. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon en gel intime et protège slip. Je rappelle que nous recevons l'ancien député Théodore Chérif Monteuil. Tantôt nous avons un peu évoqué ce plan de redressement, mais il y a un débat qu'on a noté quand même justement à l'annonce de ce plan, celui du format et de la forme. Bon, ça vous a emballé, vous? Moi, vous savez, j'ai écrit sur le format. J'ai écrit sur le format la veille, 2 jours avant la présentation du plan. Avec l'ancien député Cheikh Omar Sy, avec qui je travaille régulièrement sur les grands concepts politico-économiques du Sénégal, nous avons déploré le fait que le Premier ministre ait choisi le Grand Théâtre pour présenter un plan de redressement économique et social. Justement pour éviter que ce soit un théâtre. Un tel plan, on ne doit pas le décliner dans un amphithéâtre. Mais oui, mais est-ce que ce n'est pas plus l'urgence que les questions de forme et de format? Encore une fois, l'urgence, on le crée. C'est nous qui créons l'urgence. Moi, dans mon métier, en tout cas, dans l'industrie, il n'y a pas d'urgence parce qu'on planifie. On se dit, lundi, voilà ce qu'on va faire. Mardi, voilà ce qu'on va faire. Ils sont arrivés, ils ont dit, nous avons une vision. Agenda national 2050. de transformation Sénégal 2050. Voilà les grands axes. On planifie. Tout doit se faire dans la planification. La faiblesse de nos pays, c'est la planification. On ne sait pas ce qu'on va faire demain. C'est pour ça qu'on parle d'urgence. L'urgence n'existe pas. En management, il n'y a pas d'urgence. Les choses doivent être planifiées. On ne doit pas avoir de surprises. Il peut y avoir des décalages entre ce qui a été prévu et ce qui n'a pas été, et ce qui se réalise, mais un vrai planificateur, il analyse les risques et il pose des plans de mitigation. Donc, si vous ne le faites pas, vous allez toujours avoir des surprises. Pour moi, il n'y a pas d'urgence. Il y a un plan de redressement, il faut le construire, il faut le co-construire avec les citoyens et avec les acteurs. Les acteurs, comme je l'ai dit tantôt, le secteur privé. Quand c'est co-construit, il y a de l'adhésion. Après, on doit le présenter. On doit le présenter au peuple sénégalais. Le Sénégal est une démocratie représentative qui a élu des députés à l'Assemblée nationale qui sont là pour débattre à leur place. Mais ça, c'est facultatif, cette option-là, d'aller à l'Assemblée. C'est pas facultatif. L'Assemblée nationale est le meilleur lieu pour présenter. Vous pensez que, moi j'ai suivi un jour sur la chaîne parlementaire française un débat qui a duré 12 heures. Vous saviez c'était quoi? La politique française en Afrique. Ça n'entraîne pas un vote, il n'y a pas de vote. Mais les gens en discutent. Quelle doit être la position de l'État sur telle chose? On débat, on discute. Et c'est ça qui permet au gouvernement de s'améliorer. Ils peuvent venir avec des acquis idéologiques ou intellectuels. Et au sortir du débat, ils peuvent se dire tel ou tel point, si on le change, parce qu'on en a parlé comme ça et comme ça peut apporter de meilleurs résultats. Et ça n'a pas été fait. Il y a pas, non seulement ça n'a pas été co-construit, mais le débat au niveau de l'Assemblée nationale n'a rien à voir avec ce qu'on a vu au Grand Théâtre, où le Premier ministre présente, des gens se lèvent pour poser des questions, il répond ou il ne répond pas. Quelquefois même, C'est une erreur d'approche à votre avis? Pour moi, c'est pas comme ça qu'on devrait... En tout cas, dans une république, on ne présente pas un plan à un jury populaire. Mais oui, mais ça ne viole pas la loi aussi. Non, ça ne viole pas la loi, ça ne viole aucune loi.
mais c'est la pratique qui n'est